Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Moi, à l'école, je n'étais pas le plus assidu et aussi vite à me perdre, etc. Et je pense que c'est lié aussi à ça, que mes prédications, elles se font des fois en plusieurs étapes. Comment vous, ça se passait à l'école ? Comment c'était pour vous quand vous étiez en cours ? Est-ce que vous étiez des élèves assidus ? Jean-Marie, je pense que tu étais, non, pas plus premier de classe, mais plus premier que nous en tout cas, mais tu avais l'air assez fort. Est-ce que tu étais costaud, tu étais bon ? Comment ça se passait ? Jusque vers la fin des années du collège, j'étais à peu près toujours premier. Mais après, comme après j'avais pris... dit ça avec une telle nonchalance. Non, mais après je travaillais, premier ou dans les tout premiers, quoi. Oui. Mais après, j'ai tellement pris l'habitude des facilités que j'avais jamais pris l'habitude de travailler. Donc je travaillais jamais. Même l'année du bac, j'ai jamais travaillé. J'avais un cahier de notes qui me faisait pour toutes les matières. J'ai pas réussi à le finir, mais la moitié du cahier, c'était la préparation de mes camps de ski. Donc je travaillais jamais. Ce qui fait qu'après, les résultats, ils chutent, et puis après, c'est catastrophique. Hein. Moi, j'en ai connu un qui est parti au bac en short et en tongs. Oui. Je ne savais pas où il allait. Je lui ai dit, mais tu vas où ? Il me dit, je vais passer mon bac. Et il est juste à non, c'était mon brevet, mais en même temps, il faut se mettre en tenue, être à l'aise, tu sais. Mais moi, je suis allé au bac à l'oral, j'avais une petite truc de l'armée américaine là, pour mettre mes crayons, et quand je suis rentré dans la salle des orales, elle était percée, tous les crayons sont tombés, roulés partout. La fille, elle me dit, mais vous partez pique-niquer après ? Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, l'école, c'était une sacrée épreuve. Ouais. Mais justement, cet après-midi, j'ai demandé à un ami de venir nous partager un petit peu. Il fait un métier un peu spécial. Il va vous donner l'intitulé, mais son but, c'est vraiment d'accompagner ceux qui sont en décrochage scolaire. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'aborder aussi. Ça va peut-être rappeler certains souvenirs à certains, mais j'aimerais qu'on puisse accueillir Jatniel. Jatniel, donc, qui est actuellement dans un collège, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, c'est ça, type, dans un collège. Et donc voilà, aujourd'hui, dernièrement, alors là, il est prof de maths, mais dernièrement, il a changé. Et donc, il a pour mission d'accompagner ceux qui sont vraiment en situation de décrochage, d'échec. Jatniel, comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Hello. T'es en forme ? Ça va bien, très bien. Bon, écoute, je te laisse te présenter succinctement. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et aussi, peut-être, quel est l'intitulé de ton travail aujourd'hui ? Alors, je travaille dans un lycée. Voilà, c'est beau de voir que mes amis se souviennent. Donc, ah oui, un lycée, ouais. Mon intitulé, je suis officiellement prof de maths sciences. Et donc, cette année, comme le disait Benjamin, je travaille pour le décrochage scolaire. Donc, mon intitulé, c'est Mission contre les sorties sans qualification. Donc, l'objectif, c'est d'éviter qu'un élève puisse sortir sans qualification, c'est-à-dire, en gros, sans avoir un minimum, un diplôme. C'est-à-dire le diplôme à peu près le plus accessible, le CAP. Voilà mon objectif, en tout cas, pour ma mission de cette année. Ok, voilà. D'accord. Et quels sont pour toi les défis que tu vois, ou peut-être pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote ou plutôt une histoire à nous partager, quelque chose qui t'a marqué dans ce que tu fais en ce moment avec certains élèves ? Alors, une petite anecdote qui m'a marqué, c'est que généralement, en fait, quand on a une classe, on a 30 élèves devant nous. Et donc, c'est difficile de savoir un petit peu leur parcours et ce qui peut leur permettre, en fait, de décrocher. Et on a eu un élève, qui s'appelle Ousmane, et qui est là depuis 3 ans. Et en fait, personne n'avait remarqué que cet élève, en fait, n'avait pas de logement, mais vivait chez les amis à gauche, à droite. Et suite, en fait, à une fois où il n'avait pas ramené son ordinateur, je l'ai pris à part et discuté avec lui pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il n'avait pas d'ordinateur. Et en fait, il se trouve qu'il m'a dit qu'il l'a vendu pour avoir de l'argent. Et donc, suite à ça, voilà, j'ai mis en place des entretiens avec l'assistance sociale, avec l'infirmière, etc., pour permettre en fait qu'il puisse avoir la carte de cantine gratuite, qu'il puisse avoir les transports gratuits. Enfin voilà, essayer de l'aider un petit peu en fait pour qu'il puisse suivre scolairement, parce que finalement, l'extérieur influe sur sa réussite scolaire. Voilà un petit peu les missions qui peuvent m'être attribuées. Et on voit dernièrement dans les infos, j'ai entendu le stress même aussi vis-à-vis de la situation avec le Covid et tout que ça provoque chez les jeunes, chez les étudiants. C'est quoi pour toi ta lecture du décrochage scolaire aujourd'hui et puis dans cette période aussi qu'on vit en ce moment ?
Alors, dans cette période, le vrai problème, c'est que c'est quasiment une moitié d'année sans cours. Donc, vous imaginez, c'est comme si, en fait, voilà, un élève de seconde, en fait, a loupé presque toute sa troisième. Donc, il a beaucoup de retard. Donc, qui dit beaucoup de retard dit forcément, du coup, des angoisses, des peurs de réussir. Et en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que je discutais avec la psychologue de l'établissement. Elle dit, on n'a jamais eu autant d'angoisse que cette année. Voilà, il y a une vraie crainte de réussir, pardon. Et c'est vrai que nous, on croit que les élèves sont là, ils veulent pas réussir. Non, les élèves veulent réussir, mais du coup, ils vont faire, entre guillemets, des fois, les idiots en cours parce que ils manquent, en fait, de capacité pour y arriver. Oui, il y a donc ce manque aussi de projection sur ce qui vient ce qui vient devant aussi. Oui, voilà. Alors ça, par contre, c'est aussi un problème, j'ai envie de dire, même au niveau des professeurs. Voilà, même si je suis prof, là, sur ce point-là, je trouve qu'on a besoin de progresser. C'est-à-dire qu'on a du mal à leur donner de l'espoir. Voilà, on est aussi nous-mêmes, entre guillemets, je vais dire, submergés par les informations. Et donc, du coup, en fait, on ramène en fait aussi cette ambiance-là de dire voilà, il n'y a pas d'avenir, il n'y aura pas de travail, on ne sait pas ce que vous allez devenir, etc. Même si c'est pas dit comme ça, c'est implicitement dit en fait. Et du coup, ça crée une ambiance un peu compliquée, j'ai envie de dire en ce moment, quoi. Ouais, ben justement, je lisais une statistique hier que les millennials, ils changent de métier tous les 6 mois à 1 an. Et je pense que ça correspond bien avec ce que tu dis là. Comment toi, en tant que chrétien, dans le milieu dans lequel tu es, justement, quel est ton comportement en tant que chrétien? Quelle est ta réaction, ton témoignage là-bas, quoi? Je dirais que moi, mon témoignage là-bas, c'est premièrement aimer ces jeunes, qu'ils soient aimables ou pas. J'ai envie de dire, c'est ça le défi. Pour vous donner un exemple concret, pas plus tard que ce midi, une prof vient me voir et cette prof me dit « mais franchement, c'est impressionnant ce que tu emmènes ». J'avais l'impression de pas emmener grand-chose, moi, dans l'établissement, parce qu'on voit que tu fais la différence et on voit que tu aimes ces jeunes. Et j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai envie de leur transmettre, c'est-à-dire que du coup, pouvoir être là, et même pour mes collègues qui puissent venir me voir s'ils ont des questions par rapport à la justice, pour être le plus juste possible envers les gamins, comment faire pour créer une ambiance scolaire la mieux possible. Et moi, en fait, voilà, j'ai envie de dire, le moteur de ce que je fais, c'est l'amour. J'avoue que j'ai pas plus de compétences qu'eux, hein, clairement pas. Mais je veux les aimer, en fait. Je veux pouvoir aimer ces jeunes. Voilà. Jaja, quel pourrait être le rôle de l'Église face à, finalement, une telle situation? Est-ce que l'Église pourrait faire quelque chose pour ces jeunes? Je pense que oui, parce que clairement, l'Église a un message d'espoir. Donc pour moi, l'Église peut vraiment faire la différence par rapport à ce message d'espoir. Accompagner les jeunes, les donner peut-être une place d'écoute, que certains, parce qu'ils n'en ont pas vraiment pour voir en tout cas au niveau de l'école, pour mon lycée à moi, ils n'ont pas vraiment de place d'écoute. Avoir une place où ils peuvent être écoutés et avoir un espace où ils peuvent respirer. Et je pense que clairement l'Église peut le faire. L'Église peut amener cette atmosphère-là en fait, que des fois même ils ne retrouvent même pas chez eux à la maison pour discuter avec certains. Thibaut, toi, tu as été surveillant aussi, si je ne me trompe pas. C'est un peu le même retour, la même lecture de la situation que tu as. Ah, vraiment, c'est-à-dire qu'on attend des élèves à ce qu'ils rentrent dans un moule, et en fait, on ne considère pas chaque élève. On veut finalement former une masse, et malheureusement, dans cette masse, il y a plein de jeunes qui se perdent parce qu'on n'arrive pas finalement à les accompagner, à les valoriser, et à quelque part les faire rentrer dans ce qu'ils sont. Nous, on aimerait les faire rentrer dans un moule, mais malheureusement, chacun est différent et chacun a un potentiel différent. Et je pense que c'est vraiment la limite de l'éducation nationale. Et c'est de voir comment l'Église peut, elle, vraiment accompagner les jeunes gens pour les amener à rentrer dans ce qu'ils sont et dans ce pourquoi Dieu les a créés. Ouais, mais même dans l'apprentissage intellectuel, je trouve que la manière d'enseigner les enfants devrait être diverse et variée, puisque certains sont capables de concevoir, de comprendre les choses alors que c'est très théorique, là où d'autres sont complètement perdus et on les perd. Alors que si on ramenait la théorie à de la pratique, etc., il y a des méthodes maintenant de plus en plus pratiquées dans ce sens-là. Évidemment, tout d'un coup, eh bien, la théorie est en rapport avec quelque chose de concret. Et je crois que certains élèves, dont je fais partie malheureusement, ont décroché aussi parfois à cause de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était plus très intéressant.
Et pourquoi c'était pas intéressant? Pas parce qu'on voulait pas s'y intéresser, mais parce que la manière de l'aborder ne nous touchait pas. Ouais. Et je crois que là, il y a toute une réflexion. Alors, évidemment, l'éducation nationale doit sûrement se poser toutes ces questions-là, mais il y a un vrai travail de fond à faire. Et puis, la dernière des choses, c'est que moi, je me rends compte, avec Dominique, on a eu 6 enfants, mais en fait, on n'a pas eu 6 enfants. On a eu 6 fois un enfant unique. Et chacun d'entre eux était totalement différent. Moi, j'ai eu. D'ailleurs, c'est lequel que tu préfères? Tu nous l'as jamais dit. Lequel j'ai pas compris la question. Merci bien. J'ai pas compris la question. Mais ce que je peux dire, c'est que j'avais des intellos. J'en avais d'autres qui étaient tout aussi intelligents, mais qui avaient une intelligence plus pratique, etc. Et je crois que là aussi, c'est un danger justement de valoriser la personne uniquement au travers du prisme qui a été choisi dans l'éducation nationale. Ça me fait penser à cette image où il y avait, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image de plusieurs animaux, un à côté de l'autre, et puis ce professeur qui dit, bon, l'examen final, donc il y a un singe, un éléphant, une girafe, l'examen final, le premier qui arrive à grimper sur un arbre. Ah, c'est sûr que le singe, il est tout à fait avantagé par rapport à la girafe ou à l'éléphant. Et je pense que c'est vraiment le système qu'on a. Et pour moi, il y a vraiment... Quand tu dis ça, c'est qui que tu traites d'éléphant là-dedans? Chacun se sent concerné et se sent comme il le veut. Mais je pense qu'il y a vraiment, une réflexion qui doit être menée, effectivement, qui est menée. Quelqu'un de très intéressant, je sais que je t'avais encouragé à lire son livre, c'est Idriss Aberkan à ce niveau-là qui avait écrit un livre très intéressant, Libérez votre cerveau, pour une pédagogie plus ouverte. Et je pense qu'il faut aussi, nous en tant qu'Église, et je rejoins Jaja, je rejoins Thibaut, c'est être un point de repère en tout cas, pour les rassurer. Et qu'ils puissent, là, ici, retrouver des gens qui ne sont pas à essayer de les mettre dans une boîte, mais qui les rassurent sur ce qu'ils sont aussi. Ouais. Mais je pense même qu'au niveau des enfants, même dans le partage de ce qui est biblique, il faut qu'on se pose la question. Exactement. Même nous, en tant qu'Église, dans le partage de ce qui est pour les enfants, revoir notre... Moi, je me souviens à l'époque, quand j'allais dans ce qu'on appelait les écoles du dimanche, vous êtes déjà plus moderne, vous aviez déjà passé au club. Aujourd'hui, je sais plus, c'est génération... On avait encore les écoles du dimanche. Mais c'était très... La manière d'enseigner était très magistrale, etc. Ce qui fait que... Au bout d'un moment, tu avais la... on parlait de la prédication tout à l'heure, mais c'est bien prêcher, c'est aussi savoir s'adapter à qui est en face de nous. Hein. C'est ça. Mais Jaja, est-ce que tu as les moyens de rencontrer des fois la famille, de voir les parents et tout ça? Parce que je pense que souvent quand même c'est le climat socio-familial qui est en corrélation avec l'échec. Alors, cette année, j'ai la chance, c'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment à 100% dans le décrochage scolaire. Donc ça, vraiment, je bénis Dieu, c'est un privilège, ça me permet d'apprendre beaucoup. Donc du coup, je peux avoir du temps pour les entretiens, en fait, autant avec les familles qu'avec les élèves. Et je peux organiser mon temps comme je le veux. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir aussi pas mal d'entretiens avec les familles, etc. Et c'est vrai que malheureusement, là, le constat plutôt, c'est que beaucoup de familles ont du mal à suivre les élèves. C'est ça. Là, il y a beaucoup, en tout cas au niveau de l'adolescence, je peux pas dire que quand j'étais prof au collège, j'avais le même constat. Mais là, au lycée pro, beaucoup de familles disent je n'arrive plus à suivre, déjà les études c'est compliqué, etc. Mon ado, je sais plus quoi en faire, etc. Là, j'avais un entretien hier où du coup j'ai appelé la maman, elle m'a dit oui mais j'arrive pas, on veut qu'elle vienne à l'école, mais elle a plus envie, elle en a marre, elle aime pas la filière, etc. Donc voilà, on essaye, et je te rejoins Jean-Marie, mais les parents eux-mêmes sont dépassés. Et j'avoue que moi, je n'ai pas les compétences pour savoir comment des fois même aider les parents dans ce domaine. C'est ça le... Mais ma crainte, c'est ça, c'est qu'on ne sait plus finalement comment accompagner les parents pour qu'ils éduquent leurs enfants, parce que finalement le premier modèle c'est les parents, et aujourd'hui je crois qu'il y a un vrai changement de mentalité qui doit avoir lieu chez les parents aussi. Est-ce que je peux te poser une question, Jaja? Oui. Est-ce que tu peux faire une relation, toi, entre le décrochage des enfants et les modèles familiaux? Je prends pour exemple, est-ce que tu vois des différences entre des familles stables,
des familles monoparentales, des familles en pleine situation de divorce, etc. Puisque voilà, c'est aussi le contexte dans lequel l'enfant se trouve qui parfois explique pourquoi il passe par un trouble ou des difficultés au moment de ses études. Alors, je dirais que je pense que ce serait peut-être un petit peu faire une caricature de dire que forcément, voilà, milieux sociaux difficiles, enfants en échec. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a des je parle pas de milieux sociaux difficiles. Je parle par exemple d'un cadre familial. D'un cadre familial où la maman, il y a une maman toute seule. Oui, parce que le papa a divorcé, il est parti, ou l'inverse. Est-ce qu'on constate dans les familles un lien de corrélation stable, un lien de corrélation avec la stabilité de l'enfant dans ses études? Ah oui, par contre, ça c'est clairement, c'est clair et net. Là, je prends l'exemple, par exemple, d'une 3e prépa métier. Donc ça, c'est une classe, entre guillemets, où on met les élèves pour essayer de les aider à trouver une orientation. Et la plupart des familles sont des familles soit monoparentales, soit séparées. Et du coup, les enfants, clairement, ils l'ont dit, ils rentrent dans la brèche, voilà, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, etc. Et puis, ils sont laissés un petit peu pour compte. Donc si, on le voit, alors que, c'est triste à dire, mais en général, parce qu'en fait, nous, c'est un lycée polyvalent, donc on a les deux aspects. Hein. On a le pro et le général. Donc, voilà, les filières professionnelles et les filières générales. Voilà, il y a beaucoup plus de familles stables où ils rencontrent les parents. Là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discutais avec un CPE, il me disait en face, on a des parents, en lycée général, on a des parents en face, d'autres, on n'a quasiment pas de parents en face. Voilà, donc la corrélation, elle est faisable. C'est ça. Hein. C'est un vrai défi de société, finalement, qui est derrière aussi. Hein. Jatniel, merci beaucoup pour ce moment. Je sais que tu dois reprendre aussi les cours. Merci vraiment. Et que Dieu te donne beaucoup de sagesse pour briller là-bas. C'est un vrai défi aussi, je le sais. Mais il y a besoin de disciples de Jésus aussi dans ces milieux qui sont remplis de défis. Merci beaucoup, Jatniel. Hein. Merci beaucoup. Ciao. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait là à la fin, cela me montre quand même que le modèle biblique que Dieu propose pour la famille est quand même le modèle qui permet la réussite aussi des enfants. Parce qu'on est dans une société qui tend quand même à nous vendre les choses comme si ça n'avait aucune conséquence. Le divorce, l'adultère, le ceci, enfin bref, rien n'a de conséquence, alors que finalement, toute la société est en train de se rendre compte, on a du décrochage, on a des difficultés, les profs sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent plus à rencontrer les parents, les mamans se noient, elles ne savent plus comment s'en sortir parce qu'elles sont toutes seules. On ne traitera pas le décrochage scolaire sans parler de la famille, sans s'occuper de la famille. C'est sûr. Le problème, il est là. Hein.